Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, une bavure policière et des parlementaires en colère. Les images d'une rare violence d'un producteur noir passé à tabac ont choqué jusqu'au sommet de l'État. Le Premier ministre, dans ce contexte, a jugé bon de faire réécrire par un comité d'experts le très controversé article 24, tollé à l'Assemblée. Les présidents des deux chambres s'opposent frontalement à Jean Castex. La séparation des pouvoirs serait-elle menacée ? C'est notre grand débat ce soir. Elle devait être revalorisée et mieux considérée. Les caissières de supermarchés sont devenues le visage symbole du premier confinement. Notre grand témoin ce soir leur consacre un essai pour sortir du modèle consumériste de l'hyper par la gauche. Clémentine Autain est avec nous ce soir. Sans oublier bien sûr le bloc-notes du vendredi avec tous nos chroniqueurs. Nous irons du côté du Montana, aux États-Unis, aux côtés des ultra-trumpistes. Ce sera avec Richard Verly, le regard aiguisé aussi de Géraldine Wessner et l'apéro de Camille Saferis avec une députée. Voilà pour le programme. Tout de suite, place au débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous publiez À gauche en sortant de l'hypermarché chez Grasset. C'est une analyse documentée, mais aussi un récit assez personnel sur l'univers de la grande distribution, ce qu'il représente, à vos yeux, le modèle consumériste, un modèle de consommation débridée. On va en parler tout à l'heure. Mais on commence avec l'actualité. Et l'actualité ce soir, c'est cette crise de l'article 24 qui vire à la crise politique. Bonsoir Fiona Lazard. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée En Marche du Val d'Oise. Vous étiez abstenue sur la proposition de loi sur la sécurité globale, je le précise, et son article 24. Enfin, bonsoir Bruno Cotresse. Merci d'être avec nous via Skype. Vous êtes politologue au CEVIPOF. Alors, de quoi parle-t-on précisément ? Le gouvernement estimerait-il, au fond, que le Parlement n'est plus à même de faire la loi ? Après la publication, je vous le disais, de cette vidéo choc de policiers pris en flagrant délit de bavure, la décision de Jean Castex de confier à un comité d'experts le soin de réécrire l'article 24 a mis le feu à l'Assemblée. Explication Thomas Després. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Un comité d'experts non élu pour réécrire un article de la loi sécurité globale. L'annonce venue de Matignon ne passe pas. Fait rarissime, les présidents des deux chambres se dressent face au Premier ministre. Confier à un organe extérieur une telle mission constituerait une atteinte aux missions du Parlement, écrit ce matin Richard Ferrand. Si le Premier ministre persiste, Gérard Larcher considérera les travaux de cette commission comme nuls et non avenus, prévient la présidence du Sénat. Cet après-midi, Jean Castex tente d'éteindre l'incendie. Il répond à Richard Ferrand. Il n'entrera pas dans le périmètre de cette commission le soin de proposer une réécriture d'une disposition législative, dit le Premier ministre. Mais le mal est fait. Depuis hier soir, la nouvelle a électrisé les discussions des députés En Marche. Le Parlement et la majorité ne sont pas des paillassons sur lesquels on s'essuie, écrit une députée à ses collègues. Nous sommes en colère d'être traités comme une vulgaire serpillière, ajoute un autre. Dans la soirée, le patron des députés En Marche s'en mêle. J'ai fait part au Premier ministre mon étonnement, lâche Christophe Castaner dans un message. Son intervention a été saluée, surtout que cet article 24 divisait déjà dans la majorité. On a voté cet article sans vraiment y croire il y a 3 jours par solidarité avec le gouvernement, et voilà qu'on nous dit qu'on a mal fait notre travail, s'agace un poids lourd du groupe En Marche. Cela décrédibilise tout le discours du gouvernement qui depuis le début nous explique qu'il n'y a pas de problème avec cet article, commente une autre députée. Pour cet autre, la messe est dite. Les syndicats de journalistes ne veulent pas de ce texte, le ministre de la Justice non plus. Cette commission, c'est le meilleur moyen d'enterrer l'article. Lundi, à la première heure, Gérald Darmanin sera à l'Assemblée devant les députés En Marche de la Commission des lois pour une grande séance d'explication. Fiona Lazard, même si Matignon calme le jeu ce soir, on le voit bien, c'est très grave ce qu'a fait Jean Castex. Disons que la méthode est quelque peu surprenante, alors que nous sommes en pleine discussion parlementaire, en tout cas de navette parlementaire. Il y a eu déjà des débats à l'Assemblée la semaine dernière. Le texte a d'ailleurs été réécrit sous l'impulsion des députés. Le texte a été adopté avec une abstention assez importante et même des votes contre, ce qui est assez rare sur un texte porté par la majorité elle-même. La navette parlementaire est en cours. Le Sénat doit retravailler ce texte. Donc il est surprenant
surprenant de convoquer un comité d'experts. Mais c'est une forme de mépris tout de même pour le Parlement. C'est comme ça que des experts non élus à qui on demande, même si c'est tout le cas ce soir, de réécrire la loi. C'est comme ça que c'est ressenti. C'est comme ça que ça a été ressenti par nombre des parlementaires de la majorité. C'est la raison pour laquelle Christophe Castaner et le président de l'Assemblée lui-même, Richard Ferrand, ont écrit au Premier ministre pour faire part de cette émotion qui, je pense, est légitime sur les bancs de la majorité à l'Assemblée pour qu'il explique cette décision et peut-être qu'il la réinterroge. Est-ce que c'est une faute qu'a commise le Premier ministre, Clémentine Autain ? À l'évidence, oui. C'est une faute, mais surtout, ce n'est pas la première fois que le Parlement est piétiné par cette majorité et par le président lui-même, Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, au tout début de son intronisation, décide de parler directement aux parlementaires, puisque vous vous souvenez, il avait fait cette espèce de congrès à Versailles. Nous, les députés du groupe de la France Insoumise, avions décidé à ce moment-là de ne pas y participer, et précisément parce que nous n'acceptions pas cette façon d'escamoter les pouvoirs, parce que c'est au Premier ministre de s'exprimer devant le Parlement et non au président de la République. Et c'était une manière d'indiquer aussi à quel point il a une vision instrumentale des parlementaires. Une chambre d'enregistrement. C'est une chambre d'enregistrement. C'est une chambre d'enregistrement. Et puis, de toutes les façons, la deuxième chose qui me paraît très importante, c'est que le sujet sur lequel la bronca arrive dans votre groupe, c'est pas la première fois en réalité, parce que vous dites c'est rare que des députés votent contre ou s'abstiennent, mais en fait ce sont sur les mêmes types de sujets qu'il y a quelque chose qui commence à coincer, parce que si La République En Marche est assez unanime sur le terrain économique et social pour en gros prôner une politique libérale, il y a une forme d'étonnement, d'agacement et parfois aussi de colère, de découvrir que ce néolibéralisme s'accompagne de contrôle social et d'autoritarisme. Alors, les mots sont forts, vous allez réagir dans 5 secondes, mais j'aimerais quand même me tourner vers vous, Bruno Cotresse. Est-ce que ça s'est déjà produit par le passé que l'exécutif demande à un comité d'experts non élus d'écrire la loi à la place des parlementaires ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est rarissime. C'est pas le problème de l'expertise, au fond, qu'on sollicite des experts. Il y a des mécanismes institutionnels qui existent. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui sont des organes prévus par la Constitution dans son rôle, au fond, d'aider le gouvernement à faire la loi, d'aider le Parlement aussi à améliorer la loi. Les parlements peuvent auditionner eux-mêmes des experts dans le cadre des commissions parlementaires. Il faut rappeler que ça a été une grande bataille aussi pour que le Parlement, à travers ses commissions de travail, gagne davantage de pouvoir pour faire la loi, parce que la Constitution disait le Parlement vote la loi, mais c'est pas assez, c'est pas seulement voter la loi, c'est fabriquer la loi, le rôle du Parlement. Donc il y a bien sûr des experts qui sont sollicités, mais alors là, sollicités pratiquement dans un moment concomitant à celui de la discussion d'un article de loi hautement controversé sur un sujet éminent, un sujet essentiel qui touche à la sécurité et aux libertés publiques, ah non, ça je crois qu'il n'y a pas véritablement d'équivalent. Comment vous comprenez ce qui a pu se passer ? Là, je m'adresse aux politologues, à l'observateur de la vie politique. Après cette vidéo qui a extrêmement choqué les Français, c'était une manière d'agir, c'est ça ? Même si c'est maladroit, voire une faute, comme le dit Clémentine Autain ? C'est sans doute conduit par la volonté de calmer le jeu. Nommer une commission, ça pouvait aussi vouloir dire peut-être qu'on était en train, je ne dirais pas d'enterrer progressivement l'article 24, mais en tout cas, quand on sait que quand on crée une commission, c'est quand même très souvent ce qui se passe. À la fin, il y a une tentative effectivement extrêmement maladroite, on va dire, de vouloir incarner que si quelque chose est controversé, qui fait l'objet d'un débat difficile, eh ben on va se retourner vers des experts qui seraient censés incarner un point de vue indépendant. Si des experts, on les amène à parler des sujets de sécurité et de liberté, je ne doute pas qu'ils ont beaucoup de choses intéressantes à dire, mais chacun dans son rôle. C'est pas non plus le rôle d'experts de dire au gouvernement dans quel sens il faut orienter la loi, parler des problèmes généraux de liberté et de sécurité, oui. Par contre, fabriquer ou aider à fabriquer la loi... ça pose une vraie question démocratique. Vous êtes tous d'accord à des degrés, on va dire, sémantiques divers, maladresse, faute. Mais pour répondre à Clémentine Autain, Fiona Lazare, ça n'est pas nouveau. Au fond, il y a une fracture, c'est ce que vous dit Madame la députée, entre la majorité et le gouvernement sur certains sujets, et notamment les sujets régaliens. Il y a une fracture sur ce texte, il faut le dire, qui a mis mal à l'aise un certain nombre de députés de la majorité.
sur certains articles du texte et leur rédaction, parce que je crois que sur l'objectif de ce texte, il est très clair. Moi, je le partage. C'est plus de sécurité et mieux protéger ceux qui nous protègent, mieux policier les policiers. Je crois que cet objectif-là, nous le partageons tous. Après, lorsqu'on regarde dans le détail de ce qui est inscrit dans les textes, notamment l'article 24, mais il y a d'autres articles dont on pourrait parler, effectivement, il y a des écritures qui ne remplissent pas finalement précisément cet objectif et surtout qui ne garantissent pas l'équilibre entre les libertés publiques et la sécurité. Et c'est sur cet équilibre-là que nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord. Mais la majorité est majoritaire. Honnêtement, cet article 24, il n'était pas dans la proposition de loi de départ. Déjà, il a été rajouté par l'exécutif. Est-ce qu'il n'est pas là le problème ? Alors, le problème n'est pas là, puisque l'exécutif a le droit d'ajouter par voie d'amendement des articles. Y compris quand c'est des textes qui émanent directement des députés ? Tout à fait. D'ailleurs, nous avons aussi limité la volonté de l'exécutif qui souhaitait, à un moment donné, flouter les visages, ce à quoi nous nous sommes opposés pour que ce ne soit absolument pas inscrit dans le texte. Donc ça aussi, il faut le rappeler, nous avons mis un certain nombre de limites. Mais peut-être que nous n'avons pas su peser suffisamment pour que l'écriture finale, même si elle a bougé jeudi dernier avant son écriture, qui regarantissait finalement le droit d'informer, mais peut-être que nous n'avons pas réussi à être assez forts pour nous faire entendre, pour que cette écriture soit réécrite profondément. D'ailleurs, nous avions un certain nombre d'amendements proposés par Sacha Houlié qui permettaient d'atteindre le même objectif, mais avec une écriture qui permettait de garantir les libertés publiques. Permettez-moi juste une question. Quel est ce nous ? Nous, des députés de la majorité. Alors, lesquels vous dites nous, mais c'est quoi ce nous ? Nous sommes un certain nombre de députés de la majorité à avoir travaillé sur ce texte, à avoir travaillé en particulier sur cet article, et vous avez dû le voir dans les résultats du vote, un certain nombre de députés de la majorité se sont abstenus. Nous, c'est l'aile gauche contre de la majorité. Pas forcément. Vous savez, il y en a des collègues du MoDem également qui ont pu s'opposer à cet article, qui ont pu s'abstenir sur cet article. Donc voilà, je ne sais pas si on peut parler d'aile gauche, d'aile droite. Et vous reconnaissez des tensions dans le groupe, en tout cas. Il y a des tensions sur des sujets précis du texte, mais certainement pas sur l'objectif du texte. Qui ont d'ailleurs ces tensions déjà contribué à faire partir certains de vos collègues vers d'autres groupes. Donc, en fait, vous nous expliquez que vous avez essayé d'infléchir un peu, mais qu'au fond, vous êtes quand même d'accord avec la logique générale du texte, qui quand même, je le rappelle, protéger les Français et protéger les policiers. Oui. Je vous remercie, mais un texte de loi, c'est pas simplement des objectifs. Surtout quand on a l'habitude avec la Macronie, si vous voulez, vous avez des objectifs puis des lois parfois qui sont exactement à l'inverse des objectifs affichés. J'ai en mémoire, par exemple, la loi sur l'asile et immigration, qui était capable de nous expliquer que c'était un équilibre entre l'humanité et la fermeté, alors que à la fin, j'avais même demandé au ministre où est l'article pour l'humanité ? Vous n'avez que de la fermeté et de la répression dans le texte. Et il était incapable de me dire ce qu'il y avait du côté de l'humanité. C'est sûr que nous ne partageons pas le même objectif lorsque j'entends Jean-Luc Mélenchon qui dit « si les policiers ont peur, qu'ils changent de métier ». Non, effectivement, nous ne partageons pas les mêmes objectifs parce que nous considérons que les policiers n'ont pas à avoir peur d'exercer leur métier. Alors justement, on va y venir à la question des violences policières. Il faut dire ce qu'il y a dans la loi. C'est ça que je veux dire, parce que moi je veux bien qu'on fasse des circonvolutions. C'est pas une circonvolution, je voulais qu'on y vienne via les vidéos. Vous parlez d'objectifs. Dans la loi, vous avez donné l'objectif de Jean-Luc Mélenchon. Dans la loi, il y a l'article 24. Je le mets de côté. Dans la loi, il y a la privatisation accrue du recours pour les forces de police. Il y a une meilleure articulation entre police municipale, police nationale, sécurité privée. C'est une réalité parce qu'il y a besoin de plus de sécurité sur le territoire et que la sécurité privée doit pouvoir y concourir. C'est une réalité. Il y a un vrai désaccord. Oui, moi, je pense on n'est pas étonné que vous soyez en désaccord sur le fond du texte et au-delà de l'article 24. C'est de ça dont il faut parler. Donc je veux dire, l'objectif vous dites, c'est un texte pour protéger les policiers. Moi, j'estime que le fait que la police relève d'un service public est une façon aussi de protéger les policiers. Alors, j'aimerais juste vous faire entendre... Vous dites bien sûr, mais donc c'est pas ce qu'il y a dans le texte. Tout à fait, mais on a déjà constaté des drones. Peut-on parler du recours aux drones ? En quoi les drones protègent les policiers ? Et votre équilibre dont vous parlez ? Ils protègent les Français. Ah bon ? De quoi ? Comme les caméras de vidéoprotection qui vont permettre... Bien sûr. Alors, si vous voulez bien, mesdames, on a déjà fait des débats sur... On a déjà fait des débats sur les drones ici même. L'actualité, c'est vraiment cette volonté de réécriture. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un qui est prêt à réécrire cet article 24. C'est le Sénat. On va écouter Bruno Retailleau, le patron des Républicains à la Haute Assemblée.
il y a une très mauvaise rédaction. On va essayer de faire en sorte de clarifier les choses, notamment en matière pénale, notamment pour réserver sur notamment les services électroniques, Internet, pour dégager la presse, les journalistes de ce qui pourrait être en réalité un empêchement de faire son travail. Et puis il faut aussi quand même protéger les policiers et les gendarmes. Donc le Sénat, et c'est un peu notre savoir-faire d'un point de vue de la technique juridique, nous sommes en train d'y travailler pour trouver ce chemin de crête. Et nous le trouverons. Voilà, ce qu'il dit clairement, Bruno Retailleau, c'est que les sénateurs sont meilleurs que les députés pour écrire la loi. Ne vous inquiétez pas, ça arrive chez nous, on sait y faire. Non, mais je pense que c'est une boutade qu'il faut prendre avec le sourire, et je pense que c'est là aussi qu'on voit que nos institutions sont bien faites et que ces navettes parlementaires permettent d'approfondir les débats, d'approfondir les rédactions, et à la fin, in fine, on doit aboutir sur un texte qui vole, qui est constitutionnel. Un texte qui vole, pour ceux qui ne sont pas macronistes, parce que c'est le vocabulaire du chef de l'État, c'est qui soit efficace. Qui est efficace et qui est validé par le Conseil constitutionnel, qui lui aussi est garant de cela. Alors je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à ce qui est à l'origine de cette crise politique, même si on comprend que Matignon fait marche arrière. Une vidéo extrêmement choquante. Bonsoir Stéphane Blakowski. Vous êtes exceptionnellement avec nous par Skype. Si j'ai bien compris, tout de suite, les images. Si j'ai bien compris ce soir, Stéphane. Si j'ai bien compris, Myriam, voilà Gérald Darmanin qui se retrouve dans la tourmente. Vous vous souvenez que ces ennuis ont commencé avec le fameux article 24 dont vous venez de parler, parce que au départ, Gérald Darmanin avait promis aux syndicats de policiers que la loi interdirait de montrer leur visage dans les reportages que font les journalistes. Bon, finalement, le Premier ministre l'a désavoué, donc il a dû faire marche arrière. Et puis ensuite, il y a eu ces incidents, ces violences de policiers à la place de la République. Donc Gérald Darmanin, d'habitude, il est toujours d'un soutien sans faille aux policiers. Cette fois-ci, il avait dû prendre des sanctions rapides. Et puis, vous en parliez, cette vidéo qui est apparue hier et qui remet Gérald Darmanin sur la sellette. Alors, elle a été vue par 12 millions, un peu plus, je crois, déjà, de personnes. Mais que voit-on sur ces images ? Bah oui, voilà, tout le monde peut la voir, tout le monde peut se faire son avis, mais franchement, il y a de quoi être révolté quand on voit ces images. On va vous montrer quelques extraits si vous n'avez pas encore vu. Vous voyez, on va voir que 3 policiers entrent dans le studio d'un producteur de musique et puis ils se mettent tous à le frapper. Lui ne les frappe pas, vous voyez, il ne fait qu'essayer de se défendre. Mais alors, le pire dans cette histoire, c'est qu'en fait, après ce tabassage, la victime s'est trouvée placée en garde à vue pendant 48 heures parce que les policiers l'accusaient de les avoir frappés. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cette vidéo de surveillance, il est vraisemblable que la victime, aujourd'hui, serait encore en prison accusée par des mensonges des policiers. Alors, Gérald Darmanin était sur le plateau du 20h de France 2 hier soir. Comment a-t-il réagi face à ce scandale ? La vidéo est tellement accablante là, pour les policiers qu'il a dû se montrer ferme sur les sanctions. Il a dit que les policiers étaient immédiatement suspendus, qu'il serait même révoqué si la justice établissait qu'ils avaient fait une faute, a priori ce qui fait assez peu de doute. Mais en revanche, il a dit pas question pour autant de sanctionner la hiérarchie des policiers fautifs. Anne-Sophie Lapix lui a d'ailleurs posé la question. Elle lui a dit mais est-ce que le préfet Lallemand, dont les méthodes ont souvent été critiquées pour leur brutalité, est-ce que le préfet Didier Lallemand le préfet de police donc ne doit pas démissionner? On écoute la réponse du ministre. Moi, je ne suis pas homme qui recherche des fusibles ou des boucs émissaires. Le préfet Lallemand, c'est un préfet qui exerce une mission difficile et je souhaite qu'il continue d'exercer cette mission. Alors ça, c'est ce que disait Gérald Darmanin hier. Mais ce matin, la question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce qu'en pense le président de la République? Une question qu'on se pose parce que l'entourage du président a organisé des fuites vers les médias, si bien que ce matin, France Info, par exemple, était en mesure d'affirmer que Emmanuel Macron est plus que choqué, selon l'entourage du président. Alors, quelle pourrait être la réaction de l'Élysée? Du coup, on se demande si le président de la République ne va pas exiger de Gérald Darmanin qu'il prenne des sanctions contre la hiérarchie des policiers fautifs. La question paraît assez légitime parce que en mars 2017, alors qu'il était encore candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron avait expliqué dans l'émission quotidienne de Yann Barthès quelle serait sa politique pour lutter contre les bavures policières. Puis, l'écoutez, vous allez voir ce qu'il dit. C'est pas possible, quand il y a une violence policière, qu'il n'y ait aucune sanction dans la hiérarchie policière. Il y en a. Il y a un commissaire de police, il y a un directeur départemental de la sécurité publique, il y a un préfet, il y a un ministre. Donc, moi, je crois à une république de la responsabilité.
Alors, à l'époque, c'était il y a 3 ans, Emmanuel Macron croyait en une république de la responsabilité. Donc, s'il n'a pas changé d'avis, ça veut dire qu'il faudrait donc sanctionner la hiérarchie policière. Mais ça pose quand même une question. Jusqu'où sanctionner cette hiérarchie? Est-ce qu'on sanctionne jusqu'au commissaire? Est-ce qu'on sanctionne jusqu'au préfet de police? Ou est-ce qu'on sanctionne, vous l'avez entendu, jusqu'au ministre? Voilà, un thème de débat. Merci beaucoup. Merci pour ce billet, Stéphane. Je salue l'arrivée de Léo Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes policier, membre du bureau national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Tiens, je vous la pose à vous, cette question. J'imagine qu'il est évident pour vous ce soir que ces policiers-là, ces 4 policiers-là, doivent être révoqués pour le moins. Mais faut-il, comme le disait Emmanuel Macron, s'en prendre aussi à la hiérarchie policière? Les images qu'on a vues, de toute façon, je crois que vous le disiez, il y a une évidence, elles sont choquantes. Moi, je veux d'abord affirmer quand même en préalable, sans ambiguïté, que le racisme n'a pas sa place dans la police. Les violences illégitimes Ce sont des violences racistes. Je dis que le racisme et les violences illégitimes n'ont pas leur place dans la police. L'enquête est en cours. Les 4 policiers concernés sont entendus aujourd'hui sous le régime de la garde à vue. Ils ne sont plus dignes de porter l'uniforme ? Si effectivement l'enquête établit, et tout semble le montrer, qu'ils ont commis des fautes qui sont des fautes graves, qui sont lourdes, non, ils ne seront plus dignes de porter l'uniforme, parce que ça salit tous nos collègues qui tous les jours font correctement ce métier. Et nous, on a reçu encore ce matin énormément de messages de collègues qui se sentaient atteints d'être associés à ce type de comportement, alors qu'ils se battent au quotidien pour les victimes, pour protéger la population et pour faire leur métier, qui est finalement de protéger et servir. C'est pour ça qu'on rentre dans la police. Donc, Clémentine Autain. Moi, je prends très au sérieux cette question, parce que protéger les policiers, c'est d'abord rétablir un lien de confiance entre la police et la population. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ces relations sont profondément détériorées. Et que s'il n'y a pas cette relation de confiance, je ne dis pas avec tous les Français, je ne dis pas que tous les Français, d'ailleurs les Français n'ont pas une image si détestée, enfin je veux dire, il n'y a pas un désamour absolu des Français vis-à-vis de la police. Il y a un problème de confiance aujourd'hui en tout cas. On est loin de 2015 où tout le monde se tombait dans les bras. Il y a des publics dont on sait qu'ils se sentent au contraire mis en difficulté quand il y a la police présente et non pas protégée. C'est quand même un vrai problème. Et pour des raisons qui sont des raisons objectivées et objectivables, puisqu'on a maintenant un certain nombre d'études qui donnent à voir, par exemple, sur les contrôles de police, que quand vous êtes présupposé noir ou arabe, vous avez 20 fois plus de chances d'être contrôlé que, par exemple, moi, qui d'ailleurs n'ai à peu près jamais été contrôlé, on ne m'a jamais demandé ma pièce d'identité. Donc je prends cet exemple-là. Ou alors l'autre problème qui est l'impunité à l'égard de ce type de violence. Je prends l'exemple des Gilets jaunes. Il y a eu 378 enquêtes dans le cadre justement de ce qui s'est passé entre les Gilets jaunes et la police, et seulement 2 propositions de sanctions de la part de l'IGPN. Donc il y a quand même un problème. Alors, et ça nourrit que vous de la sur colère. l'IGPN. Et c'est pourquoi nous plaidons pour réformer l'IGPN, et nous plaidons pour qu'il y ait un récépissé sur le contrôle au faciès. Et je pense que ce sont des mesures qui peuvent aussi permettre de protéger les policiers, de telle sorte que quand il y a des actes comme ça, cela ne rejaillisse pas sur l'ensemble des policiers. C'est un débat qui monte au sein même de la majorité. Il y a un courant chez vous qui s'appelle Territoire de progrès, lancé par le ministre Jean-Yves Le Drian, qui veut réformer la police des polices, l'IGPN, pour qu'on en finisse avec ce côté jugé parti. Et j'ai publié une tribune cette semaine, précisément sur ce sujet-là, avant que ces images ne sortent, justement pour rétablir ce lien de confiance. Je pense effectivement qu'il faut réformer l'IGPN, qu'elle devienne une instance indépendante, comme ça se fait dans beaucoup de pays d'Europe. Ça veut dire que ce ne serait plus des policiers qui jugent disciplinairement d'autres policiers ? Exactement. C'est ce qui se fait dans d'autres pays d'Europe. Vous y seriez favorable? Parce que directement. Il faut expliquer quand même aux gens que parfois, les juges des policiers de l'IGPN se retrouvent dans les mêmes services quelques années plus tard que ceux qu'ils ont jugés. Mais ça pose un problème. Alors, aucun débat n'est tabou, mais il faut expliquer aussi aux gens que l'IGPN, comme aujourd'hui elle travaille dans un cadre judiciaire, travaille sous le contrôle de magistrats qui, in fine, prennent les décisions d'orientation des dossiers. Donc quand on dit l'IGPN juge, c'est techniquement inexact. L'IGPN enquête, à la fois dans le cadre administratif, dans le cadre judiciaire. La police est une des professions qui sont les plus contrôlées. Aujourd'hui, elle rend un rapport avec des propositions de sanctions, c'est ça ? Elle rend un rapport avec des propositions de sanctions dans un cadre administratif. Et dans un cadre judiciaire, elle va rendre un compte au procureur de la République qui pourra décider, comme pour n'importe quelle infraction, des suites à donner au dossier. Mais
Mais faut dire le climat, parce que le problème aussi, c'est, y compris au sommet de l'État, avec des ministres, quand on entend M. Darmanin dire « quand j'entends le mot violence policière, je m'étouffe », quand on entend que Emmanuel Macron se dit aujourd'hui choqué, mais je rappelle qu'il refuse lui aussi de parler de violence policière. Alors justement, donc, on est quand même devant un problème. C'est-à-dire que je sais que politiquement, il y a un grand débat là-dessus. Qui couvre en permanence. Violence policière ou violence de policiers, de certains policiers, des brebis galeuses individualisées ou un système structurel dans la police qui ne va pas. Bonsoir Mathieu Zadrowski. Ces questions, elles vous sont directement adressées. Vous êtes chercheur au CESDIP, Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Cette bavure policière, elle est choquante, évidemment, mais est-ce qu'elle vous surprend ? Est-ce qu'elle me surprend ? Non, c'est le reflet et on va dire la répétition de situations auxquelles on a assisté quand même un certain nombre de fois ces dernières années. On savait qu'elles existaient. Là, disons, la particularité ou plutôt l'évolution à laquelle on assiste, c'est le fait que ces événements soient filmés. Là, il y a une caméra de vidéosurveillance qui a capté les images. De plus en plus ces dernières années, sur des contrôles ou sur des opérations de maintien de l'ordre, il y a des citoyens qui de smartphones et ont des réseaux sociaux qui peuvent diffuser ces vidéos, donc il y a une visibilité en fait qui est beaucoup plus grande de ces événements sur lesquels un certain nombre d'acteurs associatifs étaient mobilisés depuis de nombreuses années. Mais cette bavure, elle intervient après d'autres événements violents. Je pense notamment à l'évacuation musclée du camp de migrants Place de la République, avec des journalistes qui ont subi des coups notamment. Donc ma question, c'est celle au fond auquel a répondu déjà Clémentine Autain. Moi je vous la pose comme une interrogation. Peut-on parler de violence policière structurelle dans ce corps de la République, ou ce sont la violence des policiers, de certains policiers ? Bon, c'est un débat de fond qui nécessiterait de longues minutes, voire de longues heures. Donc, je vais essayer d'être synthétique là-dessus. On ne peut pas réduire une répétition d'événements comme ceci à de simples dérives individuelles. C'est pas une coïncidence. Et surtout que c'est un peu utilisé pour faire l'économie d'une réflexion à la fois sur les méthodes policières et les politiques de sécurité en France. Le fait qu'on ait beaucoup mis l'insistance ces dernières années, notamment sur l'intervention. Et ça fait aussi l'économie. Enfin, quand je dis intervention, c'est-à-dire l'intervention, l'interpellation par opposition à des missions un peu de prévention, de résolution de conflits. Et ça fait aussi un peu l'économie d'une réflexion sur les conditions de travail des policiers, sur les heures supplémentaires, sur la question du suicide. Donc moi, ça me dérange toujours un peu. D'un autre côté, je ne fais pas partie des tenants de la théorie selon laquelle la police serait par essence et par nature toujours raciste et violente. Moi, c'est pas du tout mon postulat, et je me base sur du concret, puisque j'ai fait des patrouilles, des observations, beaucoup d'entretiens avec des policiers. Madame Autain, tout à l'heure, parlait de différentes études sur la question des discriminations policières. Bon, je suis modestement le co-auteur de l'une d'entre elles. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi de forts contrastes entre les services et les brigades. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a aussi des cultures de service très fortes. Vous pouvez voir dans un commissariat des brigades de police secours qui sont absolument irréprochables dans leur comportement, et puis une brigade de BAC ou de BST qui a des pratiques plus problématiques et une relation plus tendue avec la population. De même, il faut avoir un commissariat qui dans son ensemble est très très bien managé, parce que vous avez un commissaire qui instille méthode, la bonne mentalité, une certaine déontologie, ce que vous ne trouverez pas dans la circonscription d'à côté. C'est très clair et c'est nuancé. Merci à vous. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Au fond, on ne peut pas considérer que ça n'est qu'un problème de violence individuelle, mais en même temps, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet, si j'ose dire. Il s'agit effectivement ni d'être dans le déni du problème sur certains fonctionnaires, certaines unités, on l'a dit tout à l'heure, ni effectivement de dire ce qui n'aurait pas de sens, que tous les policiers sont uniformément des gens violents et racistes. On l'a dit, il y a à peu près une intervention en sécurité publique toutes les 10 secondes en France, qui heureusement dans l'immense majorité des cas se passe bien. Après, il y a un certain nombre de problèmes, dont certains qu'évoquait Mathieu Zadrowski, sur la formation par exemple. Le président de la République en 2017 dans son programme avait évoqué une académie de police qui réunirait l'ensemble des corps de la police nationale pour améliorer la formation. Pour l'instant, on attend toujours quelque chose de concret à ce niveau, sur l'articulation de la chaîne de commandement. Plus de moyens, plus d'effectifs, plus de considération, c'est moins de violence. Et des réformes structurelles de la police nationale. Clémentine Autain, je vous donne la parole juste après.
Moi, je suis aussi d'accord sur la question des moyens. Des moyens, mais les moyens, c'est pas simplement le nombre de policiers, c'est aussi la formation. Peut-être qu'on pourrait mettre davantage de moyens pour former et pour former différemment aussi les policiers. Par ailleurs, il faut d'une certaine manière démilitariser la police aujourd'hui parce qu'elle a recours à toute une série d'outils et c'est pas la responsabilité des policiers en tant que telle, c'est la puissance publique qui a décidé que maintenant on avait droit à des balles de LBD, qu'on avait droit à des grenades de désencerclement et qui fait que par exemple en 20 ans on a quand même 65 personnes qui ont perdu un œil à cause de l'utilisation de ces outils. Donc c'est les armes non létales. Je veux dire, on peut quand vous avez vous devez utiliser un LBD ou etc. parce que la loi et que vous avez été formé comme ça, quelque part, ça vous met en situation d'être quelqu'un de bien plus violent. Et quand on parle de force de l'ordre, écoutez les mots. Peut-être qu'on devrait demain parler de gardien de la paix et d'avoir une réflexion sur les méthodes utilisées et de développer une police de proximité qui a été démantelée notamment sous Nicolas Sarkozy et qui suppose toute une autre logique, sous tout un autre rapport pour ces policiers. Donc moi je n'aime pas cette espèce d'opposition entre la souffrance des policiers alors vraiment, pour la voir aussi, moi je suis élue de Sevran, Villepinte et Tremblay et il m'arrive très régulièrement de discuter avec des policiers, donc je ne la sous-estime pas, les suicides, les difficultés, l'angoisse, tout ça je vois très très bien. Et de l'autre côté, qui peut aujourd'hui, après l'affaire Adama Traoré, Cédric Chouviat, ce qui s'est passé à la République, etc., nous dire que ce n'est pas insupportable en République de voir de telles violences s'abattre. Allez, peut-être qu'il y a des passerelles ou un dialogue qui peut se retrouver sur ce que vient de dire Clémentine Autain. Fiona Lazare. On ne va pas forcément se rejoindre sur le volet démilitarisation. Je pense que les policiers doivent être équipés pour pouvoir faire leur travail comme il se doit. Par contre, sur le volet formation, effectivement, je pense qu'il y a un sujet. Et d'ailleurs, si vous regardez la lettre que Jean Castex a écrite à Richard Ferrand sur cette commission indépendante, il y évoque la question de la formation des forces de l'ordre. Donc là-dessus, c'est un point important. Alors je voudrais quand même, si vous le permettez, dire qu'on a mis 1 milliard d'euros supplémentaires dans la police. On est en train de recruter 10 000 policiers et gendarmes pour justement venir renforcer les troupes et puis donner de l'air aux policiers qui sont Et qu'est-ce que vous avez fait contre les violences policières? Et de la même manière, mais est-ce qu'on peut savoir ce qui a été fait? Nous avons mis en place la police de sécurité du quotidien avec des quartiers de reconquête républicaine elle vous répond. Partout en France. Je voudrais vous ramener je me demande et la population. À cette députée qui est membre de la majorité actuelle, qui voit ces images et qui se dit choquée, qu'est-ce qu'il y a de prévu dans la loi pour lutter contre ces violences, madame? La loi, elle est déjà faite. Ce qui a été fait est sanctionnable d'ores et déjà. C'est déjà interdit par la loi. Ce qu'il faut, c'est que la loi soit appliquée et que les policiers soient fermement sur les moyens, notamment les effectifs. Au plus vite. Je voudrais terminer ce débat sur la question de l'article 24, parce que sans les images, la vidéosurveillance, le relais par le site Loopsider qui sort cette vidéo très choquante. Mais rassurez-vous, la loi sans les images va permettre qu'il n'y ait plus ces images. Eh bien, cette victime, c'est pas ce qui est inscrit dans la loi, cette victime serait sous les barreaux. C'est ce qu'explique son avocat aujourd'hui, parce qu'il y avait une garde à vue au départ. Donc, est-ce qu'après ce qui s'est passé, Fiona Lazare, vous demandez à ce que cet article 24 soit enterré? Moi, je pense que cet article 24 est très mal écrit et qu'il faut pouvoir continuer à publier des images. D'ailleurs, l'article 24, même dans sa mauvaise écriture, le permet toujours. Ces images, elles sont importantes pour la défense et également parfois pour la défense des policiers. Donc, il faut qu'elles puissent continuer d'être diffusées. Le policier. Et je pense qu'il faut sortir de cette hystérisation du débat autour de l'article 24 et de cette logique binaire où on oppose finalement liberté de la presse et protection des policiers. Nous ne sommes pas fétichistes de l'article 24. Ce qui compte, c'est de protéger nos collègues, qu'ils ne puissent plus être livrés en pâture sur les réseaux sociaux, poursuivis jusqu'à chez eux, quel que soit le moyen juridique ou technique employé. Quand vous êtes filmé même de près par des journalistes dont finalement ils ont fait une sorte de spécialité de filmer en permanence la police, vous vous sentez provoqué? Mais évidemment, on n'est que dans l'information, le droit à l'information. Provoquer, c'est que allez faire votre métier avec un smartphone en permanence à 10 cm de vous. Mais c'est leur droit. Mais c'est leur droit. Bien sûr que ça rajoute de l'attention. Après, les journalistes n'ont ni plus ni moins de droits que les citoyens. Et dans le cadre opérationnel, Clémentine Autain, vous aurez le mot de la fin. Dans l'autre sens. Moi, je le dis. Quand on va manifester, j'étais même manifestation l'autre jour pour les droits des femmes, et qu'on arrive, on a à peine sorti du métro, et qu'il y a 10 cartes de CRS, et voilà, il y a quelque chose où on se demande dans quelle démocratie on est. Et encore une fois, c'est une responsabilité politique. Vous êtes une fille observatrice de la vie politique. C'est pas à l'élu, la France Insoumise, que je m'adresse, c'est à la politique. Quand on voit cet immense bazar autour de l'article 24, votre intuition, c'est qu'il est mort-né ?
d'un mot? J'aimerais bien qu'il soit mort, qu'il ne soit jamais né et qu'il soit mort, cet article 24. Allez. Et c'est pas moi qui vais pleurer si on l'enterre. On va voir ce qu'il en Ça est. ne fait pas de solution pour régler la question qui n'existe pas dans ce projet de loi, qui est de répondre à comment en finir avec cette IGPN telle qu'elle. Oui, mais c'est important parce que on en a parlé et j'aimerais qu'on ait un peu de temps pour parler de votre vraiment en parler parce que il ne suffit pas d'être choqué par ces images. Encore faut-il agir et dans la loi et dans les moyens afférents pour appliquer la loi, des mesures soient prises claires, fermes pour qu'on ne vive pas ces drames à répétition. Merci infiniment. Merci Fiona Lazard. Merci Monsieur Moreau. Vous restez avec moi, Clémentine Autain. On va parler un petit peu de vous. Et merci aussi à Mathieu Zagrovski d'avoir été en duplex avec nous. À gauche, en sortant de l'hypermarché, on y va tout de suite. Alors ça sort chez Grasset, à gauche en sortant du supermarché. C'est un titre intéressant, de l'hypermarché, pardonnez-moi, parce qu'il est à la fois politique et en même temps accrocheur. Vous dites qu'il y a très peu de choses dans la littérature sur la production, sur le monde de l'hypermarché, ni dans la production des sciences sociales. Vous dites même que c'est un angle mort du débat public. Oui, en fait, c'est un lieu qui est pourtant un lieu du quotidien des Français, puisque nous sommes majoritaires à aller régulièrement faire nos courses dans des hypermarchés. Et en même temps, ce sont des lieux qui n'existent quasiment pas dans la littérature, comme l'avait bien pointé Annie Ernaux, qui, elle, a écrit ses escapades dans un centre commercial, ou même au cinéma, ou même dans les essais, la sociologie. Ce n'est pas un lieu dont on décortique un peu les choses ou qui participe de l'imaginaire commun. C'est ce qui m'étonne. C'est pendant le confinement que vous avez eu envie d'en parler ? Oui, aussi devant le choix du gouvernement de laisser ouvert ces grands mastodontes, ces grands espaces, et de fermer les petits commerces de proximité. Et il m'a semblé que ça racontait quelque chose qui était plus profond, qui n'était pas simplement au moment du confinement, parce qu'en fait, les politiques publiques ont favorisé l'essor des hypermarchés, leur installation, leur multiplication en France. Et c'est ce qui a contribué à la fois au tout-voiture, puisqu'ils se sont installés en périphérie avec des grands parkings. Donc c'est ce qui fait qu'on a en fait progressivement mis plus de temps pour aller faire nos courses et en ayant davantage recours à la voiture, et la désertification des centres-villes qui est allée de pair, en fait. Donc vous dites en fait que c'est un lieu très politique, le supermarché, l'hypermarché. Oui, parce qu'ici joue beaucoup de choses, en fait. D'abord, la grande distribution, c'est la logique capitaliste à plein qui tire profit, avec tout ce marketing très agressif pour nous obliger à consommer, et donc le productivisme qui est en jeu, parce que c'est un grand lieu de gaspillage en réalité. Et puis cette caissière de supermarché, d'hypermarché, qui est une figure des premières de corvée qui ont un peu émergé enfin au moment du confinement, mais qui pour moi dit beaucoup du prolétariat contemporain, qui est un prolétariat qui s'est féminisé, précarisé aussi, et dont le métier est très pénible et où la question même de la survie de l'emploi est posée. Alors justement, ces héroïnes d'un jour, les a-t-on véritablement remerciées, revalorisées? Nous avons suivi une caissière pendant le confinement, reportage Marion Becker et Maïté Frémont. Bonjour. Ce que les hôtesses de caisse entendaient durant le premier confinement, c'était ça. Elles sont courageuses, parce que sinon, comment on ferait de l'autre côté aussi pour se nourrir, ça serait plus compliqué. Quand on voit des gens qui prennent des risques, qui travaillent, voilà, on essaye de avec eux, de les assister, de les aider, d'être gentils. Des clients aux petits soins. En avril dernier, nous avions suivi Jacquelina. Derrière son rideau en plastique, alors que la France tout entière est confinée, elle travaille. Dans l'ombre, Jacquelina passe dans la lumière. Il y a des clients qui se disent merci d'être là, merci de travailler, ça fait plaisir. Les caissières héroïnes d'une époque pour de nombreux Français. Mais qu'en est-il vraiment 8 mois plus tard? La reconnaissance se serait-elle envolée? Sont-elles devenues les oubliées de la crise? Contactée par LCP, Jacquelina n'a pas souhaité témoigner à nouveau. Elle a simplement dit avoir reçu le versement d'une prime de 1 000 €, comme promis. Rien de plus. Peut-être parce que le regard des clients a changé. C'est ce que dit en tout cas le président de Système U, directeur d'un magasin à Fessenheim. Il a voulu dire ce qu'il voyait, d'abord sur les réseaux sociaux. Parole d'hôtesse de caisse un samedi ordinaire sur la seconde ligne. Cela fait 18 ans que je fais ce travail, j'adore mon métier, mais jamais je n'avais vu des clients aussi agressifs. Au printemps, nous étions des héroïnes, maintenant nous sommes des défouloirs. Inacceptable. Puis, chez nous, sur LCP.
une hôtesse de caisse qui demande que soit respectée la distance de 1 mètre, eh ben, ce simple type de remarque peut déclencher jusqu'à de la colère chez certains clients. Et c'est très mal vécu évidemment par nos collaborateurs qui chaque fois le prennent un peu pour une agression. Et à la longue, ça peut saper le moral. C'est vraiment un sujet de fond et il ne faut pas que cette situation dure trop longtemps. Une baisse de morale qui ne s'accompagne pas pour l'instant d'une nouvelle revalorisation salariale. Une concertation avec le gouvernement est lancée, mais ça pourrait durer 1 année avant d'aboutir. Voilà, c'était le confinement. Et puis plus rien, au fond. Comment vous réagissez à ce sujet ? Je ne suis pas du tout étonnée par le sujet. D'abord, comme je l'ai écrit, l'hypermarché, c'est le lieu de toutes les promotions, mais la caissière attend la sienne et depuis très très longtemps. Vous savez qu'il y a des batailles de caissières pour simplement l'augmentation de quelques centimes d'un ticket restaurant. Et il faut parfois des jours, voire des semaines pour les obtenir. Donc, parler de revalorisation salariale sérieuse, alors là, on est vraiment dans autre chose. Elles ont eu une prime, la plupart d'entre elles, mais une prime de 1 000 € au moment du fort de pic de la première vague. Oui, ce sont des métiers que l'on fait de plus en plus jeunes. On se projette pas comme autrefois dans une carrière de caissière. C'est souvent des métiers à temps partiel, en tout cas de plus en plus. Et donc, c'est aussi cette forme de précarité, même si les emplois sont encore ici majoritairement en CDI, ce qui est une spécificité. Mais vous avez de plus en plus d'étudiantes qui font ce job en parallèle. Donc, c'est un métier dont il faut aussi poser la durabilité. Alors, vous n'encaissez pas, comme vous dites dans le livre. En même temps, est-ce qu'il faut qu'il y ait des caissières, comme vous dites, parce que certes, on les a découvertes, mais c'est un métier extrêmement difficile, très mal payé, et ça ne changera pas après la crise. Elles sont remplacées par des robots aujourd'hui. C'est souhaitable qu'elles aillent vers d'autres métiers ou pas ? Favorable à ce que la machine remplace des activités pénibles. Or, il y a un très haut niveau de pénibilité, mais qui est lié d'ailleurs pas simplement au geste, il faut se rendre compte, elle soulève vraiment des centaines de kilos. C'est épuisant physiquement, mais c'est aussi le bruit, le bip, le stress des clients. Ça a été dit là parce qu'il doit y avoir du stress dans la société française et ça se répercute sur cette interlocutrice qui est souvent confondue avec l'objet, puisqu'on dit souvent à la caisse « vous êtes ouverte ». Et ça veut dire qu'on vous confond avec la caisse. Et donc l'automatisation, ça peut être et donc, pour elle une voie de sortie, bonjour, mais vers le mieux. Au revoir, toute la journée, avez-vous votre carte de fidélité ? C'est quand même extrêmement pénible. Donc oui, moi, quand la machine peut remplacer. Mais la question, elle est double après. Elle est qui anticipe le devenir de ces jeunes ou moins jeunes personnes qui travaillent. Et je pense de ce point de vue aux mineurs. Quand on a fermé les mines, on ne s'est pas tellement préoccupé de ce que devenaient les mineurs. Et là, j'aimerais qu'on s'intéresse à cette question. À leur reconversion. À leur reconversion. Et deuxièmement, est-ce qu'on a envie d'hypermarchés totalement déshumanisés ? C'est-à-dire qu'au fond, Amazon a un projet comme ça. Vous savez, de grands hypermarchés, vous rentrez, vous êtes connecté en permanence, il n'y a plus d'humains. Vous sortez avec votre chariot, il est déjà comptabilisé parce que tout est enregistré, mais c'est une société de surveillance. Si c'est pas humain de faire ces métiers, est-ce que c'est pas l'avenir d'avoir des supermarchés sans humains ? D'abord, je trouve que ces grands espaces ne sont pas très humains, donc je pense que les petites unités sont préférables et qu'un humain dans un supermarché, il peut aider à plein de choses et pas forcément à faire la tâche qui est la tâche de passer le produit devant la machine. Donc c'est ça qu'il faut imaginer. De quoi est-ce qu'on a besoin ? Et on a besoin parfois d'un conseil, on a besoin de pouvoir échanger. Et c'est pourquoi les petits commerces sont si importants. Parce que ce sont des lieux de proximité où vous avez du lien social. Ce modèle de l'hypermarché. Des voisins, du quartier, de la vie. Et alors que la caissière, il y a de l'anonyme dans cette relation. Mais ce modèle du petit commerce de proximité, il est en voie d'essor, parce que quand vous voyez les hyper avec des kilomètres de rayonnage, les gens n'en veulent plus. On voit bien qu'on va vers des supermarchés à taille plus humaine, avec justement la possibilité d'avoir des conseils, de se rencontrer. Donc ce mouvement dont vous appelez vos voeux, il est en marche finalement. Alors, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que il y a un désamour des Français de plus en plus par rapport à l'hypermarché, ça c'est clair. Mais le problème, c'est par quoi on le remplace. Donc j'ai déjà dit le risque de ce projet d'Amazon d'hypersurveillance. Moi, je suis opposée à ça. Des grands mastodontes où on est surveillé de A à Z sans humain, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, vous avez le hard discount, où en effet, dans le hard discount, ce sont des structures plus petites.
Le problème, c'est que le hard discount, c'est pas le meilleur qu'on puisse avoir pour la qualité nutritive, pour la santé, pour le goût, etc. Donc c'est un problème parce que ce sont des magasins qui offrent des prix compétitifs et pour qui les plus modestes, va s'adresser aux plus pauvres et aux plus modestes, pendant que les catégories sociales plus aisées vont, elles, pouvoir aller dans les supermarchés bio qui sont à des prix malheureusement pas compétitifs pour des raisons de réglementation. Donc je dis que ce système à deux vitesses, d'un côté la qualité mais chère, de l'autre côté du hard discount pour les plus pauvres mais à de mauvaise qualité, est un vrai problème. Et donc il faut qu'on invente un nouveau modèle qui permet à tout le monde d'avoir accès à une consommation de qualité en répondant aux besoins réels et non pas aux besoins superflus. Ça ressemble à un programme politique. À gauche, en sortant de l'hypermarché, pour tous ceux que ça intéresse, vous lirez la suite de cette interview. En quelque sorte, c'est chez Grasset. Vous restez avec moi, Clémentine Autain. C'est la dernière séquence, comme tous les vendredis. On passe au bloc-notes. Et c'est un bloc-notes en grande partie américain ce soir. On va ouvrir une page avec Richard Verly, direction le Montana. Bonsoir Richard, quelle chance vous avez d'être dans un d'État les plus sauvages des États-Unis. On l'appelle d'ailleurs la Suisse, avec ses montagnes, ses lacs. Ça ne vous dépayse pas trop, Richard, puisque je rappelle que vous travaillez pour le quotidien suisse Le Temps. Alors, vous êtes allé à la rencontre des ultra-trumpistes. Dans cet État, ils sont majoritaires. Qui sont-ils précisément ? Alors écoutez, le Montana, effectivement, ça ressemble à la Suisse, mais c'est quand même la Suisse en version XXXL, en beaucoup plus large. Alors les ultra-trumpistes, il y en a. Il y a effectivement des gens ici, ils ont beaucoup voté pour Donald Trump. Ils sont déçus, évidemment, qu'il ne reste pas à la Maison-Blanche. Et il y en a qui continuent de manifester. Alors j'en ai rencontré dans plusieurs bourgades autour d'ici. L'un, on le voit en photo, qui était au bord de la route encore, avec un certain courage d'ailleurs, en train d'appeler à soutenir les appels à la fraude de Donald Trump. Bon, ils ont compris qu'ils ont perdu, ils le disent, mais pour eux, ce n'est pas acceptable que Joe Biden soit à la Maison-Blanche. Ils continuent de dire que cette élection a été truquée, ce que répète Donald Trump quasiment tous les jours dans ses tweets. Ouais, donc ils n'acceptent pas la défaite de leur champion. C'est aussi le royaume des chasseurs, je crois, le Montana. Il y a pas mal de marchands d'armes à chaque coin de rue. Est-ce que les ultra-trumpistes pourraient s'en servir ? Alors effectivement, c'est une des caractéristiques de cet État, ce n'est pas le seul, c'est que les armes sont en vente libre, en tout cas il est possible d'en acheter facilement. J'ai visité une de ces armureries. A priori, c'est destiné aux chasseurs ou pour ceux qui veulent avoir une arme à la maison pour se défendre, mais il y a quand même toujours ce risque qu'un jour, peut-être, des militants de pro-trumpistes un peu exacerbés prennent les armes, mais personne n'y croit vraiment ici. Ce que j'ai vu, c'était des manifestations pacifiques, mais il est vrai que la colère est là. Il y a de la colère dans ces communautés, tout simplement parce qu'elles pensent que le vote démocrate est un vote qui va les ramener en arrière, c'est-à-dire à une période avant Trump où personne ne s'occupait d'eux. Parce que le paradoxe, c'est que même ici dans le Montana et dans d'autres États du Midwest, le milliardaire Donald Trump était pour eux le défenseur des pauvres et de la petite classe moyenne, de ces petits blancs qui s'estiment floués par le libre-échange et la mondialisation. Merci beaucoup Richard pour cet éclairage. Profitez bien du Montana et de ces beaux paysages. Bon reportage, on reste aux États-Unis. Je serai de retour dès lundi. Eh bien, on vous accueille avec plaisir. Je salue Géraldine Wössner qui fait son grand retour dans Sa vous regarde, journaliste au Point qui va nous parler du glyphosate dans quelques instants. Et François Durper, avec qui on va continuer de parler des États-Unis. On était avec les Trumpistes. On va passer du côté de Joe Biden. Oui. Joe Biden qui a commencé à choisir son équipe. Quelles sont les personnalités marquantes ? Alors, première personnalité, Myriam, le plus français de l'équipe, Anthony Blinken, qu'on va voir. Anthony Blinken, il faudrait surtout l'entendre parler. Il parle vraiment français sans aucun accent. Il a fait ses études de droit à Paris. C'est le beau-fils de Samuel Pisar, l'écrivain franco-américain. Donc, c'est avantageux pour les Français. Et il était dans l'administration Obama. Exactement. Et il est très en faveur du multilatéralisme. Donc, c'est retour à la normale sur une diplomatie beaucoup plus classique. Il avait vraiment critiqué le modèle diplomatique impulsif de Donald Trump. Autre personnalité francophile et francophone, John Kerry. John Kerry, c'est un message très fort. L'ancien secrétaire d'État, candidat, vous vous rappelez, contre George W. Bush en 2004. Et donc ça veut dire, c'est important le climat. C'est Joe Biden, vous savez, le début du mandat, ça sera le retour dans l'accord de Paris. Avec John Kerry à la tête de ce dossier-là. Un autre mot, le mot diversité. Alexandro Mayorkas,
qui va prendre la tête de la sécurité intérieure. C'est un hispanique. Alors c'est important, évidemment, il a une carrière de procureur fédéral, mais le fait de donner un message très fort à la communauté hispanique, c'est important. Avec Avril Haines, qui va diriger avec lui la question du renseignement national. Féminisation très forte. Vous vous rappelez que Donald Trump, on avait un cabinet qui était très masculin, très à l'image de Donald Trump, des hommes blancs assez âgés. Une personnalité symbolise, et je terminerai sur ce nom, Linda Thomas Greenfield symbolise un peu l'ensemble. C'est-à-dire que c'est l'expérience. Elle était déjà diplomate il y a une trentaine d'années. Elle a fait vraiment tous les présidents démocrates. Elle est la représentante des États-Unis à l'ONU. Donc, ce sera le visage des États-Unis à l'ONU. Et surtout, elle a dirigé la transition, ce qui est très important. Elle est afro-américaine. Et donc, ce qui va être très important, c'est de reconstituer le département d'État, puisque vous savez que Donald Trump, il a supprimé 1500 postes en service extérieur, donc ça va être un gros chantier. Merci pour cette galerie de portraits. Une petite réaction là-dessus. Vous croyez à la nouvelle ère Biden, ou il ne faut pas être trop naïf? Je crois que c'est une bonne nouvelle que nous soyons débarrassés de Trump, d'abord pour les Américains, mais aussi à l'échelle planétaire. Donc ça, pour moi, ma première réaction quand on a appris que Biden était élu, il y avait quelque chose de l'ordre du ouf. Voilà, le pire n'est jamais sûr et heureusement les Américains ont tranché dans ce sens-là. Maintenant, moi je ne me fais pas grande illusion sur la capacité de Joe Biden à vraiment apporter précisément une solution pour partager les richesses aux États-Unis, pour sortir des logiques néolibérales planétaires. Je ne crois pas que ce soit son axe fort. Après, voilà. Il a fait une plateforme quand même avec l'aile gauche du Parti démocrate, le Green New Deal que vous connaissez bien. Mais il est quand même très entourés par cette aile gauche. Et c'est pour ça que j'ai grande confiance. Bien sûr. Allez, on verra bien de toute façon. Les quatre on va attendre début janvier, formidables députés qui ont été d'ailleurs brillamment réélus. Et je pense qu'elles, en effet, elles peuvent secouer. Mais tout ça n'est pas joué. Voilà. On va suivre ça, évidemment, avec vous, au moins jusqu'à l'investiture, en janvier prochain, avec François. Géraldine, vous vouliez nous parler d'un anniversaire qui n'a échappé à personne, ou presque, en tout cas largement commenté. Ben oui, l'anniversaire d'une promesse faite par Emmanuel Macron il y a 3 ans de sortir du glyphosate en 2021 au plus tard. Yannick Jadot, bien sûr, l'a pas raté ce matin, on va le voir. Une promesse trahie de plus, est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit absolument. Continuez. Je surveille. Quand Emmanuel Macron l'a faite, il ne savait pas qu'elle était intenable, cette promesse. Donc maintenant, il le sait. Et pour s'en sortir, il galère. C'est ça qui est étourdissant aujourd'hui, cette danse des dupes autour d'un totem. Vous dites qu'elle était impossible à tenir, cette promesse ? Oui, parce que le glyphosate, que toutes les agences sanitaires estiment sûr, c'est l'herbicide qui présente aujourd'hui le meilleur rapport entre efficacité, coût et préservation de l'environnement. Bon, c'est pas inoffensif, évidemment, mais c'est le moins pire. On peut réduire son usage, et on le fait d'ailleurs depuis 3 ans, mais il reste des impasses. Là où on ne peut pas passer le tracteur qui pollue, entre parenthèses, là où on n'a pas la main-d'œuvre pour désherber à la main, et le coût que payent les agriculteurs déjà pour essayer de tenir la promesse de Macron, il est lourd. En janvier prochain, l'usage du glyphosate, c'est acté déjà, va être drastiquement réduit. On impose des interdictions là où c'est possible, des restrictions ailleurs, et l'INRA a calculé que les agriculteurs allaient perdre 5 à 20% de leurs bénéfices à cause de cela. C'est quand même très important. L'État a considéré que c'était décemment pas possible de leur en demander plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers l'Europe qui n'impose pas, elle, ces restrictions. D'abord, parce que les produits français qui se retrouvent avec des coûts de production 5 à 20% supérieurs aux autres, donc vous voyez le problème de concurrence. Et ensuite, parce que pour aller plus loin, il le dit, maintenant il va falloir que ça se fasse à 27. C'est évidemment une manière de sortir de cette promesse poisseuse qui, si elle était tenue, ruinerait simplement notre agriculture, sauf à fermer nos frontières et à s'extraire des marchés. Alors, est-ce qu'il a une chance d'être suivi? Alors, c'est douteux, parce que la substance doit être renouvelée fin 2022. La dernière fois, 18 pays en Europe avaient voté pour, et comme le glyphosate reste utilisé partout dans le monde, on ne voit pas non plus comment l'Europe pourrait s'en passer, sauf à fermer elle aussi ses frontières, ou alors il faudrait qu'elle trouve un nouveau produit qui serait au moins aussi efficace, mais d'ici là... c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné.
Un commentaire là-dessus. Oui, il faut être réaliste aussi à un moment donné. Ça veut dire quoi, être réaliste? C'est-à-dire quand on n'a pas d'alternative, on ne peut pas se permettre d'étouffer nos agriculteurs au glyphosate dans certains endroits, dans certains lieux géographiques. Aux herbicides, bien sûr. Dans certains endroits géographiquement, les pentes notamment. J'entends bien. Mais être réaliste, c'est aussi prendre en considération toute une série de crises. Voilà. Et que si on veut répondre aux mal-être des agriculteurs et aux problèmes qu'ils peuvent avoir, vous parliez tout à l'heure des baisses, je pense que le problème du glyphosate n'est malheureusement pas le premier problème. Alors vous diriez, ça en crée un nouveau, j'entends. Mais si au moins les pouvoirs publics pouvaient changer complètement les logiques d'aide, je pense à la PAC, et la façon dont on considère l'agriculture dans notre pays, c'est-à-dire que quelque part on s'en débarrasse, on les laisse mourir. C'est ça la vérité, parce qu'on a une capacité à recourir à l'extérieur et à démanteler ce qu'on peut, les savoir-faire qui existent dans notre pays, pour des logiques qui sont aussi des logiques de commerce, de concurrence commerciale et de non-protection de notre propre agriculture. Donc je pense qu'on devrait commencer par là. Si on veut répondre aux problèmes des agriculteurs aujourd'hui. Voilà. Alors, et que le glyphosate... On ne va pas ouvrir un grand débat, mais je suis sûre qu'en tout cas, on pourra le refaire sur la question de la souveraineté agricole. Terminé, pardonnez-moi. Non, mais c'est quand même comme le temps presse. Bon, certes, c'est pas formidable le glyphosate, si, il y a des problèmes, mais ce qu'il faut, c'est d'abord... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a plein de boîtes de Pandore qu'on peut ouvrir comme ça. Allez. Et que je trouve qu'à chaque fois, les enjeux de santé, les enjeux environnementaux passent au second. Il n'y a pas d'enjeu de santé, là. Environnementaux, pas de santé. Bon, un silence, un ange passe. En tout cas, on pourrait vous inviter toutes les deux pour discuter sur le fond de cet herbicide, mais je voudrais quand même laisser quelques minutes pour Camille Saferis. Camille, qui est en Skype ce soir avec nous. Est-ce qu'il est là? Camille, il est là. Camille, vous savez, il prend l'apéro autour d'un verre. Alors, il a enregistré, il faut se méfier, c'était il y a quelques semaines déjà, il faisait beau à l'époque, mais il a pris des verres pour nous faire connaître les députés un peu autrement. Je suis sûre que vous allez découvrir Annie Genevard comme vous ne l'avez jamais vue. C'est à vous, Camille. Oui, absolument. J'ai bu l'apéro avec Annie Genevard sur la péniche Le Marcounet, qui est quai de l'Hôtel de Ville à Paris, devant l'Hôtel de Ville. Alors, Annie Genevard, on la connaît, bien sûr, c'est la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle est aussi députée LR du Doubs. Elle voulait être conservateur de musée, finalement elle a été prof de français et de latin, et quand elle a été élue vice-présidente, eh bien elle a pensé à deux personnes, sa mère bien sûr, et puis Edgar Faure, qui a été son prédécesseur à ce poste quelques années auparavant. Oui, Edgar Faure, le grand esprit qui a marqué l'Assemblée par ses célèbres formules. Petit homme et grand esprit. Qui a dit « Le fromage est ce qui distingue l'homme de l'animal ». Entre autres. Quoique... Madame, je ne vous dévisage pas, je vous envisage. Ça, c'est un de ses mots célèbres. Ça, c'est Edgar Faure. Ça, c'est Edgar Faure. C'était un auteur, philosophe. un humoriste, un chanteur, un grand séducteur, voyez-vous. C'est un peu surprenant parce qu'il n'avait pas le physique de Sean Connery, mais... Qu'est-ce qui explique? Parce que ça, c'est vraiment une question qu'on se pose. C'était un homme qui séduisait par son esprit brillant. C'était vraiment un esprit brillant, qui avait le sens de la formule, qui savait faire rire, voilà. Mais vous aussi, je crois que vous êtes connu pour votre humour. Je pense que je n'en ai pas autant qu'Edgar Faure, mais bon, j'essaie de... voilà, de ne pas toujours être dans la gravité, dans la lourdeur, et voilà. Quand elle préside, c'est la... Alors, la meilleure Annie Genevard, elle dit les choses, c'est vrai, en douceur, mais avec fermeté. C'est un de ses traits de caractère. La preuve, en 2017, quand elle a dû demander à un député de rectifier sa tenue, un épisode qui avait fait du bruit à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez? L'autorité, eh bien, ça ne se décrète pas. Chez elle, c'est naturel. C'est ce qui m'avait conduit un peu spontanément à dire à un de mes collègues, mais votre chemise, mettez-la dans le pantalon en pleine séance. C'est pas vrai, vous avez dit ça? Ce qui avait fait le buzz. Monsieur Ruffin qui arrive à 2h du matin, on était tous épuisés par le débat, donc il arrive à 2h du matin et complètement dépenaillé. Et il y a quelqu'un qui hurle « la chemise » parce qu'il avait une partie de sa chemise. Et donc assez spontanément, ça m'est sorti spontanément, la chemise dans le pantalon. Alors ça, il l'a remise dans le pantalon d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même un code, on est censé... Il y a voilà, il y a un code. Bah déjà, le fait de ne plus avoir la cravate, la veste. C'est quand même assez nouveau ça. Oui, personnellement je le regrette. Ah oui, c'est vrai? Oui, je trouve que ça avait plus d'allure. Et depuis, il paraît qu'il met sa chemise dans le pantalon. Je ne l'ai plus jamais revu.
Alors, Annie Genevard, figurez-vous, elle a été maire de Morteau, en Franche-Comté, un terroir de saveurs, de spécialités gourmandes, de fromage, bien sûr, de charcuterie. Alors, c'est vrai que j'ai un peu hésité, puis je me suis lancé, j'ai décidé de parler saucisses avec la vice-présidente de l'Assemblée. Parlons saucisses, c'est un sujet très sérieux, la saucisse. Vous voyez, est-ce qu'il faut la percer avant la cuisson, Madame la députée? Absolument pas, c'est un crime de laisse saucisse. Un crime de laisse saucisse. Non, il ne faut pas la percer pour une raison très simple. C'est que comme vous la cuisez à l'eau, si vous la percez, elle perd tout son arôme. Il faut la cuire, la démarrer à l'eau froide, 20 minutes, avec de la cancoyote chaude et des pommes de terre, c'est fameux. On prend du poids avec ça, c'est terrible. Non, parce que la saucisse de Morteau n'est pas grasse. Ah bon? C'est la moins grasse de toutes les saucisses. C'est pas vrai. Eh oui, mon cher. Ah oui. Je veux lutter contre ce préjugé. Donc on peut en porter haut la valeur diététique de la saucisse de Morteau. C'est passionnant, merci beaucoup. On va se quitter là-dessus. Merci Camille. Vous appréciez particulièrement la manière dont elle préside, me disiez-vous. Oui, et puis vous voyez, on a beaucoup de désaccords. C'est vrai, parce qu'elle préside souvent de façon très juste, je trouve, mais je vois que nous avons un point d'accord sur la saucisse de Morteau. Ça n'enlève pas les désaccords que nous avons, vous imaginez bien. Vous êtes candidate à l'apéro de Camille ? Avec grand plaisir. Oui. C'est pris, vous avez entendu Camille, je fais votre boulot. Merci les amis. À très vite. Très bon week-end à tous, profitez bien et à la semaine prochaine.